118,9 milliards de dollars. 118,9 milliards de dollars, c'est-à-dire 50,2% du PIB. C'est énorme. C'est très peu par rapport aux pays arabes et méditerranéens, mais par rapport à la dette extérieure qui est extrêmement faible, encore une fois, je vous ai dit, c'est autour de 3,2 milliards de dollars. La dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure de l'Algérie, cumulée, hein, ça ne vient pas du président Sir Abdelmadjid Tebboune ou des gouvernements actuels, non. C'est hérité de tout ce qu'a fait le feu Abdelaziz Bouteflika et ceux qui avaient le pouvoir lorsqu'il était malade. Donc la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure de l'Algérie, qui permet de faire les infrastructures, payer les salaires des fonctionnaires, payer les universités, les hôpitaux, les mairies, etc. 118 milliards de dollars. C'est absolument énorme quand on compare à la faiblesse de la dette extérieure qui est d'à peine 3,2 milliards de dollars. Grâce au génie économique d'Ahmed Ouyaya, l'Algérie se retrouve avec 118 milliards de dollars de dette publique. Oui, vous avez bien entendu. 118 milliards. Et pendant ce temps, on accusait Rachid Nekaz d'agiter les foules. Lui, au moins, n'a jamais endetté son pays. Salam alaikum, Azzoul Fellaoun, alhamdoulilah, rakoum k'a bkhir. J'espère que vous avez tous passé une excellente fête de l'indépendance algérienne, le 63e anniversaire de l'indépendance grâce aux 5 millions et demi de shuhada, Rabbi yarhamhum. Et comme l'a rappelé si justement le président de la République, c'est le retour de la souveraineté algérienne dans tous les domaines. Vous savez que c'est un chantier extrêmement difficile, extrêmement délicat, un chemin semé d'embûches, car vous le savez, pendant ces 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises pour des raisons que vous connaissez maintenant. Vous savez que nous avons une 5e colonne algérienne qui travaille pour les intérêts de la France. Alors, je tiens à remercier les centaines de commentaires que j'ai reçus lors de la vidéo d'hier. Et beaucoup m'ont demandé, mais c'est quoi cette 5e colonne française en Algérie? Alors, je vais commencer par cela. La 5e colonne, c'est un groupe de personnes qui sont de nationalité algérienne et qui défendent davantage les intérêts de la France plutôt que les intérêts de l'Algérie. Alors, ce groupe de personnes qui sont algériens travaillent au sein de toutes les institutions algériennes. Et au cœur de ces institutions algériennes, leur objectif n'est pas de défendre les intérêts de l'Algérie, mais de défendre les intérêts de la France, que ce soit des intérêts financiers, des intérêts économiques, des intérêts culturels, des intérêts diplomatiques. Et pour illustrer des cas de 5e colonne, vous avez par exemple l'ancien ministre de l'Industrie qui a été à 2 reprises ministre de l'Industrie, député, président du Conseil économique et social, directeur de communication sous Abdelaziz Bouteflika lors de sa campagne présidentielle et qui pourtant défendait les intérêts économiques des entreprises françaises. Et c'est comme ça qu'il est devenu un très proche ami d'Emmanuel Macron, notamment lorsqu'il était ministre de l'Industrie en 2014. Un autre cas, c'est ce fameux auteur algéro-français qui a obtenu sa nationalité française à l'âge de 75 ans et qui, pendant plus de 20 ans, oui, 20 ans, a été un haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. C'était d'ailleurs l'adjoint de Abdeslam Boujouchouareb. C'était le directeur central de l'Industrie. Et oui, avant d'être un auteur à l'âge de 50 ans, il a commencé sa carrière d'auteur à l'âge de 50 ans. C'était un haut fonctionnaire algérien. Mais au lieu de défendre les intérêts de l'Algérie, il défendait les intérêts français au sein du ministère de l'Industrie. Et d'ailleurs, son vrai visage s'est révélé lorsqu'il a commencé à écrire des livres et à passer dans les médias français. Vous avez vu, il passe son temps à critiquer l'Algérie, à critiquer l'islam. Il a demandé la fermeture de toutes les mosquées en France. Il a même dit que la moitié de l'Algérie n'était pas algérienne. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Et oui. Vous savez, les 5e colonnes, il y en a partout, dans tous les pays du monde, il y a des 5e colonnes. Regardez l'Iran, apparemment pendant 15 ans, il y avait des Iraniens qui travaillaient pour les intérêts d'Israël plutôt que de travailler pour les intérêts de l'Iran. Mais même en France, en 1940, vous savez que l'écrasante majorité du peuple français
travaillé en collaboration avec le régime nazi d'Hitler. C'est pour ça que De Gaulle, le pauvre De Gaulle, il s'est retrouvé tout seul en juin 40 pour défendre la France. Alors il s'est dit, maintenant je ne vais pas rester dans ce pays de collabo, donc il est parti à Londres, et c'est à partir de Londres qu'il a lancé son appel à la résistance. C'était le fameux appel du général de Gaulle du 18 juin 1940. Alors il avait bien commencé, mais il a mal fini le mai 1945 en faisant massacrer 45 000 Algériens. Tout ça pour vous dire que dans tous les pays du monde, vous avez autour de 5% de la population qui préfèrent défendre les intérêts d'un autre pays plutôt que les intérêts du pays pour lequel ils ont la nationalité. C'est comme ça, il faut le savoir. Et c'est ce qui explique que depuis tellement d'années, les ressources du gaz et du pétrole algérien ont été dilapidées, données, parfois gratuitement, parfois en échange de quelques comptes bancaires secrets en Suisse, au Luxembourg, à Panama. C'est comme ça. Par exemple, Abdeslam Boucharaba a des comptes en Suisse et au Luxembourg et à Panama, pendant qu'il était ministre de l'Industrie. Ben oui. L'Algérie, c'est bien pour dire, oui, one, two, three, viva l'Algérie, mais oui, bi'ul bled. Et c'est pas fini, ça continue. Oui, parce que la cinquième colonne, elle n'a pas été éliminée. Oui, on a une vingtaine de ministres, 3 anciens premiers ministres qui sont en prison, mais ça, allez, c'est la face visible, mais tous les invisibles qui continuent à travailler dans les institutions algériennes n'ont pas été ni poursuivis par la justice, ni condamnés, ni emprisonnés, ni expulsés, ils sont toujours là. C'est pour ça que parfois vous m'entendez dénoncer certains contrats. La preuve, le 17 juin, pas longtemps, ça fait 19 jours, on a donné un contrat à Total, alors que Total est condamné pour corruption. En Algérie, condamné pour corruption. En France, condamné pour corruption. Aux États-Unis, l'Iran lui a retiré un projet de 2,5 milliards de dollars et nous, on lui dit مرحبا بك مرحبا بك راكي في البلاد الشهداء مرحبا بك يا توتال وراه الإشكال. Bon, ceci étant dit, le thème d'aujourd'hui, c'est la question de la dette de l'Algérie. Vous savez, depuis 2004, avec l'augmentation du prix du baril de pétrole, l'Algérie a commencé, c'était le premier mandat de Feu Abdelaziz Bouteflika à l'époque, candidat à le bled, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il a commencé un processus de désendettement. Voilà, il a décidé de rembourser les dettes de l'Algérie en profitant de la hausse du prix du baril de pétrole. Donc c'est une bonne chose. Donc entre 2004 et 2006, l'Algérie a pratiquement remboursé l'essentiel de sa dette extérieure. Et tout à l'heure, je vous dirai la différence entre dette extérieure et dette intérieure, et qu'on appelle communément la dette publique. Donc la dette intérieure, c'est la dette publique, c'est-à-dire la dette de l'État, des collectivités locales, des organismes sociaux, des entreprises publiques, alors que la dette extérieure, c'est la dette de l'État à l'égard de banques ou d'instituts financiers étrangers. Voilà. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Donc, je disais qu'à partir de 2004, c'est la hausse du prix du baril de pétrole, le président Feu Abdelaziz Bouteflika avait commencé un processus de remboursement, voilà, de désendettement. En 2004, la dette de l'Algérie, la dette extérieure de l'Algérie, était évaluée à 21,4 milliards de dollars. Et cette dette est passée en 2005 à 15,5 milliards de dollars, donc ça a été vraiment une baisse progressive. Et au final, à la fin de l'année 2006, la dette de l'Algérie était à peine de 5 milliards de dollars. Donc vous voyez, en à peine 2 ans, quand l'Algérie elle veut, quand il n'y a pas trop de voleurs, pas trop de corrompus, on est passé de 21,4 milliards de dollars de dette à 5 milliards de dollars. Donc c'était très faible à l'époque, c'était à peine 5% du PIB. À côté de cela, l'Algérie aussi a commencé un processus de remboursement de sa dette publique. Je viens de vous le dire, la dette publique, c'est la dette intérieure. C'est la dette qui est contractée par les entreprises publiques, les mairies, donc les APC, les wilayas, les services, les organismes qui s'occupent du chômage, de la sécurité sociale, de la santé, etc. Donc en 1995,
pardon, en 1995, est-ce que vous imaginez que cette dette publique, elle représentait 99% du PIB? C'est énorme, 99%. Alors que la dette extérieure, donc elle était beaucoup plus faible. Donc alors, en 2001, elle était à 57% du PIB. En 2003, elle est passée à 40%. Et en 2006, donc dans le processus de désendettement et de la dette extérieure et de la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure, on est arrivé à simplement 15% du PIB. 15% du PIB. Donc, dites-vous qu'en 2006, l'Algérie était dans une situation financière extrêmement favorable. Très peu de dette extérieure, donc à peine 5 milliards, et très peu de dette intérieure, donc à peine 15% du PIB. Juste pour la petite histoire, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, la dette extérieure elle est minime, elle est à peine de 3,2 milliards de dollars, mais la dette intérieure, elle représente plus de 50% du PIB, c'est-à-dire autour de 118 milliards de dollars. Mais oui, parce que notre ami Ouyahia, je vais arriver à notre ami Ouyahia, bah, il a fait de grosses bêtises, Ouyahia. Ah oui, il n'a pas fait que modifier la Constitution en février 2016 pour m'empêcher d'être candidat aux élections présidentielles. Vous savez que Ouyahia a changé la Constitution spécialement pour moi et pour Ali Benouari. Il a dit, ah, papa, les كان عندهم جنسية أجنبية ممنوع عليهم بيترشحوا. Eh oui, notre ami Ouyahia. Il n'a pas fait qu'une bêtise à notre égard, il a fait une bêtise pour tout le peuple algérien et pour toute l'Algérie. Alors on va en parler maintenant donc de la rapport de suivi de la situation économique de l'Algérie, paru, donc édité par la Banque mondiale. Voilà, la Banque mondiale, c'était le printemps 2025, donc il n'y a pas longtemps, quelques mois. Okay. Mais on va aller doucement. Donc je vais vous faire la différence, comme je viens de le préciser très rapidement, entre l'endettement public, donc l'endettement intérieur, la dette publique, la dette intérieure, avec la dette extérieure. Donc d'abord, une petite définition. Ah oui, commençons par les choses simples. Donc c'est quoi la dette extérieure? Elle est constituée de l'ensemble des engagements des agents économiques d'un pays, ça peut être particulier, les entreprises, et pas simplement de l'État, vis-à-vis de prêteurs étrangers. Donc la dette extérieure, c'est les engagements, donc les emprunts qui ont été contractés par des entreprises, des particuliers et de l'État vis-à-vis de prêteurs étrangers. Voilà, ça concerne ce qui est emprunté auprès d'organismes étrangers. A contrario, la dette publique correspond à la dette de l'ensemble des administrations publiques, des collectivités territoriales, c'est-à-dire les APC ou les wilayas, et des organismes de sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est-à-dire à la fois santé et les retraites, et chômage. Voilà. Vous savez qu'on a institué le chômage en Algérie. C'est une très bonne chose sur le plan social, mais ça coûte de l'argent, il y a de bled. Et c'est ce qui constitue donc le principal indicateur des grands pays du monde. C'est comme ça qu'on définit la différence entre la dette extérieure et la dette publique. Donc oui, c'est vrai que l'Algérie a très peu de dette publique, mais on a une dette, on a très peu de dette extérieure à l'égard de l'étranger, mais on a une dette publique, c'est-à-dire une dette intérieure qui est énorme. Et malheureusement, Ouyahia a été à l'origine de l'exagération de cette dette publique, et je vais y arriver dans quelques minutes. Alors, maintenant, je vais vous dire le classement des pays endettés par rapport à leur dette extérieure et le classement des pays endettés par rapport à leur dette intérieure, c'est-à-dire la dette publique. Alors, bismillah. Alors, vous savez qu'on dit souvent... Ouyahia a gouverné pendant des années, enchaîné les plans d'austérité, bradé les ressources nationales et à la fin, une dette colossale, pendant qu'il ruine le pays. C'est Nécas qu'on met à l'ombre. Un système qui protège les coupables et élimine les voies libres. Que le pays le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui, tout ça est vrai, absolument. Les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus endetté au monde, oui, sur le plan de la dette extérieure. Alors, on va y arriver. On va commencer à parler des chiffres. Et vous allez voir que les pays qui sont
le plus endettés au niveau extérieur, ce n'est pas les mêmes qui sont le plus endettés au niveau de la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure. Alors, bismillah, au niveau des 10 pays les plus endettés sur le plan de la dette extérieure. Donc, vous avez les États-Unis d'Amérique, 36 000 milliards de dollars, donc 36 000 milliards de dollars. L'Algérie, 3,2 milliards de dollars, donc on est tout petit, on est gentil. On y va. La Chine, 16 500 milliards de dollars. 16 500 milliards de dollars. Donc vous avez vu, les deux grandes puissances mondiales sont les plus endettées au monde. Donc ceux qui pensent que ne pas avoir de dette, c'est un signe de puissance, malheureusement, non, ça n'a aucun rapport. Plus vous vous endettez, à condition bien sûr que vous ayez une vraie économie, plus vous êtes fort, car vous pouvez financer l'armement, financer l'économie, financer l'agriculture, financer l'éducation, financer la santé, etc., financer les routes, etc. Ben oui, c'est comme ça qu'on devient grande puissance, c'est quand on emprunte. Ben oui, si vous n'empruntez pas, et si vous n'avez pas d'argent, comment vous allez faire pour développer votre pays? Tout le monde n'a pas du gaz et du pétrole. Donc alors, premier pays le plus endetté au monde au niveau de la dette extérieure, États-Unis. Deuxième, la Chine. Troisième, le Japon, 10 200 milliards de dollars. 10 200 milliards de dollars. Quatrième, l'Angleterre, 3 700 milliards de dollars de dette. 3 700 milliards de dollars de dette. La France, cinquième, 3 600 milliards de dollars de dette aussi. L'Italie, notre grand partenaire énergétique et commercial, 3 300 milliards de dollars. Septième position, l'Inde, 3 200 milliards de dollars. L'Allemagne, énorme pays, grand pays industrialisé, première économie européenne. Vous savez que l'économie allemande, c'est 50%, elle est 50% plus forte, plus puissante que l'économie française. Et bien, l'Allemagne, 2 950 milliards de dollars de dette. Et nous, on a 3,2 milliards, c'est tout, Adam McCann. Le Canada, 9e position, 2 350 milliards de dollars. Eh oui, 2 350 milliards de dollars. Et le 10e dans le classement des pays qui ont la dette extérieure la plus importante, c'est le Brésil. Donc vous imaginez, tous ces pays-là, c'est tous des grandes puissances. Ils font, allez, États-Unis, Chine, Japon, Royaume-Uni, France, Italie, Inde, Allemagne, Canada, Brésil. Tous ces pays ou bien font partie du G7, que vous connaissez, donc les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada, et l'Allemagne, ou bien ils font partie des BRICS. Et vous avez la Chine, l'Inde et le Brésil. Et pourtant, ce sont les pays les plus endettés au monde. Donc, vous avez ici la preuve qu'avoir un endettement extérieur n'est pas du tout un signe de faiblesse. Bien au contraire. Quand vous avez une vraie économie et que vous vous endettez lourdement, vous avez les moyens d'imposer votre loi à tous les pays du monde. C'est pour ça que la France, avec son endettement, elle écrase les pays africains, par exemple. Les États-Unis, avec leur endettement, ils écrasent le monde. La Chine, avec leur endettement, ils ont des marchés ouverts partout dans le monde entier, notamment en Afrique, etc., etc., etc. Donc, voici la démonstration que l'endettement extérieur n'est absolument pas un problème, à condition que vous ayez une véritable économie de production, avec une vraie vision, pas comme dans les pays africains. Donc ça, c'est pour l'endettement extérieur. Et maintenant, on va regarder la liste des pays qui ont un endettement public. Et vous allez voir, ce n'est pas les mêmes. Plutôt, c'est un peu les mêmes, mais pas dans le même ordre. Allez, on y va, bismillah. Quels sont les pays donc, dont les niveaux d'endettement public sont les plus élevés au monde? Voilà, les plus élevés au monde. Donc, c'est paru. Donc, le 10 mars 2025, c'est Focus Economy. Voilà, Focus Economy. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois. 10 mars 2025. Allez, bismillah. Let's go, let's go, let's go. Alors, premier pays. Vous allez sourire, le Japon. Le Japon, c'est le pays qui a le plus... la dette publique la plus élevée au monde. Vous savez que le Japon connaît une crise, mine de rien. Sa population devient de plus en plus vieille. Il y a de moins en moins d'enfants. Vous savez que chaque année, le Japon perd des centaines de milliers d'habitants. Oui, parce qu'ils font plus d'enfants, les Japonais. Et donc, ils ne croient plus à l'avenir. Donc,
On va parler de ratio entre la dette publique et le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc, le Japon a le ratio dette publique PIB le plus élevé au monde, avec 242%. L'Algérie, c'est 50,2% à peu près. 242%, c'est absolument énorme. Pourtant, c'est une grande économie. Hein. Donc ça, c'est le pays qui a la dette publique la plus importante au monde. Le deuxième pays, vous allez sourire, Singapour. Singapour a une dette publique extrêmement importante. Incroyable, hein? Et oui, c'est comme ça. 173% du PIB. Donc la dette publique représente 173%. Je vous rappelle que l'Algérie, c'est 50,2%. Troisième pays, un pays africain. Bah oui, il était temps. Hein. L'Érythrée. Ah bah l'Érythrée, lui, il a des gros problèmes. Hein. Vous savez que son économie est en train de chute libre. Ils font la guerre avec leurs voisins, notamment le Tigré à partir de 98-2000. Donc le ratio donc, entre la dette publique et le PIB, c'est 210%. L'Algérie, 50,2%. Quatrième pays, la Grèce. Vous savez que la Grèce a connu des moments extrêmement difficiles il y a quelques années. Donc la Grèce, le ratio entre la dette publique, donc encore une fois, la dette publique, c'est la dette qui est contractée à l'intérieur du pays, donc par l'État, par les administrations publiques, par les entreprises publiques, les organismes publics et les collectivités, donc Wilaya ou APC. Donc la Grèce, c'est 149% le ratio. Cinquième pays, l'Italie. Eh oui, l'Italie, notre grand partenaire énergétique. Donc l'Italie, c'est 138%, l'Algérie, 50,2%. Sixième pays, le Soudan, un autre pays africain. Vous savez, c'est un pays qui est ravagé par la guerre civile. Lui, il est à 128% du PIB. Il était à 252 l'année dernière. Donc, il progresse. Il se calme un petit peu, le Soudan. Septième pays, un pays arabe, tiens, du Moyen-Orient, pourtant pétrolier. Bahreïn. Bahreïn. Donc, notre ami de Bahreïn, son PIB, donc le ratio entre dette publique et PIB, 131%. Après, il y a Maldives, un grand pays. Vous savez, je connais bien les Maldives. Vous savez pourquoi? Lorsque le régime, plutôt notre ami Ouyahi avait donné l'ordre, lorsque je me suis rendu en Birmanie pour essayer de soutenir les Rohingyas, les musulmans Rohingyas qui avaient été expulsés, massacrés par les Birmans. À l'époque, j'avais été avec le marhoum Hassan Aribi, un grand monsieur. C'était le seul député qui a accepté de venir avec moi en Birmanie pour apporter notre soutien aux Rohingyas musulmans qui étaient opprimés par les Birmans. Parce que j'avais proposé à tous les députés, les sénateurs algériens, je vous paye le billet, je vous paye l'hôtel, Arwaho, venez, on va tous ensemble en Birmanie pour apporter notre soutien aux Rohingyas. Il y en a un seul qui a eu le courage. Un seul, ça suffit. Hein. Oh, Arbi Rahmo, parce qu'il n'y a fait pas longtemps, il est décédé. En tout cas, c'est un grand monsieur. Eh bien, dites-vous bien que lorsque la Birmanie m'a expulsé donc, en Malaisie, Yahya a donné l'ordre plutôt à lancer une information pour dire que j'étais un terroriste. Et oui, Yahya, un grand monsieur, Yahya. Et dites-vous bien que lorsque j'étais en Malaisie, aucune compagnie aérienne ne m'avait autorisé à revenir en Algérie. Aucune. J'étais interdit de prendre un avion. J'ai raconté ça dans le livre, là, il est là, voilà. Dans ce livre-là, Le Voltaire du Niqab. J'ai raconté ce qui m'est arrivé en Birmanie. Eh oui, grâce à notre ami Habibna Ouiyahia, Ahmed Ouiyahia, qui a tout fait pour que je ne sois pas candidat aux élections présidentielles en Algérie. Alors, où est-ce que j'ai? Dans quelle page? Voilà, si je vous retrouve la page, comme ça, vous pourrez regarder. Oui, parce qu'il faut un peu mélanger les sujets. Si on ne mélange pas les sujets, n'est-ce pas? Voilà, page 265. Ah oui, Yahya, c'est un grand monsieur. Hein. Ou le Mektoub, on s'est retrouvés ensemble à la prison d'Orléans. Vous savez que c'est le seul qui m'a pas dit bonjour pendant 4 mois qu'on était ensemble. D'ailleurs, nous, on était dans une cour avec Khaled Rani et Arif Mchakra. Et il y avait Sellal, Haddad et Yahya dans une autre cour à une vingtaine de mètres. Alors, tout le monde nous disait bonjour, mais alors, Yahya, parce qu'il a dû être gêné. Il s'est dit, moi, j'ai méprisé Adan Kazrachi, j'ai tout fait pour pas qu'il soit candidat, j'ai tout fait pour faire de lui un terroriste au niveau mondial, et puis là, on est dans la même prison à Orléans. Incroyable. Voilà, donc à la page 265, je raconte cet épisode donc, du voyage donc en Birmanie avec le marhoum Hassan Aribi en Birmanie. Donc c'était en septembre 2017. Et donc je raconte ici comme quoi j'avais été
interdit de prendre un avion. Voilà. Toutes les compagnies avaient reçu une note pour dire Hachinekas est un terroriste, interdiction qu'il puisse monter dans n'importe quel avion. Et j'étais bloqué pendant 36 heures à l'aéroport de Kuala Lumpur en Malaisie, grâce à notre ami Yahya, extraordinaire Yahya. Vous savez, je vous raconte ça avec sourire, mais j'étais dans une situation extrêmement grave. Vous savez ce que ça veut dire grave? Voilà, je vais vous sortir là, voilà. Ah oui, alhamdoulilah. Vive l'épreuve quand même. Hein. C'est pas beau ça l'épreuve. Aïe, 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 aïe. Voilà. La vraie, je parle de notre marhoum Hassan Haribi ici. Vous voyez que voilà, Hassan Haribi ici. Voilà. Et oui, c'est un grand monsieur Hassan Haribi, Rabbi Yarhamou. Et donc, je raconte que j'étais interdit de prendre un avion. C'est beau, non? Ah bah vous savez, quand on est algérien et qu'on voit que des responsables algériens vous privent d'élections, salissent votre nom dans le monde entier pour dire que vous êtes un terroriste, c'est gravissime. Regardez, pendant 36 heures, regardez. Il faut toujours avoir des preuves dans la vie. Hein. Regardez, pendant 36 heures. Donc, pendant 36 heures, j'ai fait toutes les compagnies présentes à l'aéroport de Kuala Lumpur, fin de non-recevoir à chaque fois. J'ai réussi à obtenir une copie de la note officielle transmise par les autorités birmanes à toutes les compagnies aériennes. Je savais que l'Algérie, en accord avec les autorités birmanes, était derrière cette manœuvre diabolique pour m'empêcher de réussir ce voyage humanitaire auprès des Rohingyas de Birmanie. J'ai fait un live sur Facebook pour que mon public algérien voit de ses propres yeux le machiavélisme de cette mafia au pouvoir à Alger, qui est capable de tout pour discréditer ses opposants, quitte à faire d'eux des terroristes internationaux blacklistés dans le monde entier. Voilà ce qu'a fait Yahya. Incroyable Yahya, il est fort Yahya. Et oui, donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire de sa page 265 jusqu'à la page 275, voilà, pendant 10 pages. Et dès que je suis arrivé, donc j'ai fait... Oui, voilà, bah, je vous raconte l'histoire. Bah oui, comme j'ai du temps. Donc, comment j'ai fait pour quitter la Malaisie en étant considéré comme un terroriste? Écoutez, c'est grâce au chef de la police de Kuala Lumpur. Parce que vous savez, dans les aéroports, il y a des caméras partout. Il a vu que pendant 36 heures, je tournais en rond dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Donc, il m'a fait envoyer 2 policiers. Ils sont venus me chercher, il me dit, voilà, il y a le chef de la police qui veut vous parler parce que ça fait 36 heures que vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Et donc, quand j'ai été amené auprès du chef de la police de l'aéroport de Kuala Lumpur, donc il m'a demandé de décliner mon identité, j'ai donné mon passeport algérien, je n'ai qu'un seul passeport, vous le savez, depuis 2013, et il a tapé mon nom. Et là, et oui, excusez-moi, j'ai pas envie de me vanter, mais c'est la vérité. Il m'a dit, Monsieur Nekaz, merci pour tout ce que vous faites, pour nos sœurs en Europe. J'ai dit oui. Il me dit oui. Il m'a dit, vous avez une très belle réputation ici en Malaisie, car ce que vous faites pour les femmes qui portent librement le niqab en Europe, c'est formidable. Et dites-moi, c'est quoi votre problème? Et je lui ai raconté ce qui m'est arrivé, comme quand j'avais été expulsé de Birmanie en voulant soutenir les Rohingyas, et que depuis 36 heures, il n'y a aucune compagnie aérienne qui m'a autorisé à prendre un avion parce que les autorités algériennes avaient fait de moi un terroriste. Donc, il a regardé le document que j'avais réussi à récupérer auprès d'une compagnie aérienne, d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, ah bon, c'est comme ça qu'on vous traite dans votre pays? Ah, je lui ai dit, non, pas tout le monde. Je lui ai dit, il y a certains qui veulent être présidents et je suis une menace pour ces personnes-là. Donc, je pense évidemment à notre ami Ahmed Yahya. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, le chef de la police de Kuala Lumpur? Vous savez, il y a toujours des hommes qui sont là pour vous aider, même quand vous êtes dans la pire des difficultés. Eh bien, il m'a dit, écoutez, avec votre passeport algérien, vous pouvez aller aux Maldives. Je lui ai dit, oui, tout à fait, parce qu'il avait regardé. Il m'a dit, écoutez, je connais très bien le chef de la police de l'aéroport de Mahé, donc aux îles Maldives, et je vais voir avec lui pour savoir dans quel autre pays vous pouvez aller sans visa et sans difficulté pour essayer de contrer cet obstacle de cette note qui a fait de vous un terroriste. Donc, il m'a dit, est-ce que vous pouvez patienter, s'il vous plaît? Donc, j'ai patienté, donc, à quelques mètres de son bureau. Et une demi-heure après,
Il me dit, Monsieur Nekaz, ne vous inquiétez pas. J'ai appelé mon ami, donc chef de la police à l'aéroport aux Maldives. Lui-même connaît le chef de la police à l'aéroport de Riyad en Arabie Saoudite. Et normalement, après, il n'y aura pas de problème pour vous pour revenir ou en Algérie ou en France. Mais il m'a dit, évitez l'Algérie. C'est eux qui ont mis la note. Je dis, ok, d'accord, bah, j'irai en France, comme ça tombe bien. J'ai organisé une manifestation devant l'appartement de Saïdani. Eh bien, écoutez, c'est ce qui s'est passé. Il m'a offert le billet. Eh oui, le billet, écoutez-moi bien. Kuala Lumpur, Mahé en Maldives. Maldives, 2 jours à l'hôtel de luxe, s'il vous plaît. Et ensuite, j'ai fait escale à l'aéroport de Riyad, aucun problème. J'ai vu le chef de la police, pareil, il m'a dit, ne vous inquiétez pas. Il m'a mis dans un avion à destination de Paris. Et c'est comme ça que j'ai pu quitter la Malaisie, malgré le sabotage d'Ahmed Yahya. Je poursuis. Le lendemain, j'étais devant l'appartement de Saïdani, donc 13-15 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, parce que en préparation de la manifestation qui devait avoir lieu le surlendemain, et c'est là, le 6 octobre 2017, où j'ai été tabassé, j'ai presque perdu la vie, j'ai eu 30 coups à mon oreille droite, j'ai eu le nez cassé, beaucoup ont vu la vidéo, elle a été vue par 15 millions de personnes. Donc, vous avez vu ce que ça fait de s'engager en politique en Algérie contre la corruption, contre cette mafia des 40 voleurs. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport au 8e pays qui a le ratio dette publique PIB le plus important au monde, les Maldives, que je tiens à remercier car eux ne m'ont pas interdit l'accès à leur pays. 9e pays, voilà, oui, le 9e pays, c'est les États-Unis. Au niveau de la dette publique, les États-Unis sont classés à la 9e position. Alors qu'au niveau de la dette extérieure, ils sont classés en première position des Américains, avec 36 000 milliards de dollars de dette. Donc le ratio dette publique PIB des États-Unis, c'est 124% seulement, l'Algérie, 50,2%. Et le 10e pays le plus endetté en termes de dette publique, c'est la France. Alors, c'est la France. Et le ratio de la dette publique par rapport au PIB, c'est 116%. Voilà, 116%. L'Algérie, 50,2%. Voilà. Ceci ayant été précisé. Donc maintenant, on va parler de la dette publique telle qu'elle est présentée par l'Algérie. Donc encore une fois, ce que j'entends beaucoup d'Algériens qui disent « Ah oui, nous, on n'a aucune dette, on n'a aucun problème. » La situation s'améliore. Oui, elle s'améliore. Mais les dégâts qu'a fait Ahmed Yahya, ils sont énormes, énormes. Vous croyez que si Abdelmajid Tebboune, avec une baguette magique, il va régler les problèmes qui ont été stockés pendant 20 ans, pendant 4 mandats? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut aider le président. Je vous ai dit, on a une formidable 5e colonne au sein de toutes les institutions algériennes et qui font beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Alors, 15 novembre 2024, donc l'ancien ministre des Finances, M. Aziz Faïd, il avait fait un communiqué en disant que la dette publique en Algérie affiche un niveau inférieur à celui des pays arabes et méditerranéens. Oui, c'est vrai. Quand on compare la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure, contractée, encore une fois, par les administrations, par les entreprises publiques, par l'État, par les organismes sociaux de santé, de retraite et de chômage, et les collectivités locales, c'est-à-dire les APC, les wilayas, oui, c'est vrai que la dette publique algérienne est inférieure aux autres pays arabes et méditerranéens, mais nous avons une dette publique. Et je vais vous dire quel est son montant à nouveau dans quelques minutes. Donc le ministre des Finances, Aziz Faïd, a affirmé vendredi, donc c'était le 15 novembre 2024, que la dette publique en Algérie affiche un niveau inférieur à l'indice de référence des marchés émergents, ainsi qu'à celui enregistré dans la plupart des pays arabes et méditerranéens, ce qui offre au trésor public algérien une marge pour mobiliser davantage de ressources à travers le marché des valeurs du trésor. Vous savez que les Algériens paient peu d'impôts. Ben oui, il n'y a pas assez d'activité. Vous savez que 40% de l'activité algérienne, c'est
c'est les entreprises publiques en Algérie. Donc, l'économie algérienne, l'économie privée algérienne, elle est encore faible. Oui, il y a des efforts qui ont été faits, alhamdoulilah. Ça va de mieux en mieux, mais on revient tellement de loin, tellement de loin. Et donc, pour financer les logements, les routes, les universités, les hôpitaux, les cliniques, etc., etc., ben, il faut de l'argent. Et l'argent du pétrole et du gaz, ça ne suffit pas. Donc, l'Algérie, l'État s'endette, les mairies s'endettent, les wilayas s'endettent, les entreprises publiques s'endettent. Et pour payer le chômage, carte chiffre, etc., ben oui, c'est pas assez avec les impôts. Donc, l'État s'endette, c'est ce qu'on appelle la dette publique interne. Alors, selon le ministre, le stock de la dette publique devrait atteindre 16 879 milliards de dinars. 16 879 milliards de dinars algériens d'ici fin 2024, soit 49,61% du PIB. Ce niveau, composé de 99% de dette intérieure, reste inférieur à l'indice de référence des marchés émergents, situé entre 60 et 70%. Donc, par rapport aux autres pays arabes et méditerranéens, oui, l'Algérie se porte mieux, donc c'est entre 49 et 61, après c'est devenu 50,2%. C'est vrai que les autres pays, c'est 60 à 70%. Mais c'est quand même 16 879 milliards de dollars, regardez. C'est énorme. C'est absolument énorme. Parce que nous, on n'a pas une économie de production qui est capable de combler ce déficit-là. Si on n'a pas le pétrole et le gaz, on ne peut pas rembourser ça. Vous savez ça, vous avez compris. C'est-à-dire, alhamdoulilah, on a le pétrole, on ne pourra pas. Et on va devenir comme la Somalie. Donc, si les Algériens ne travaillent pas, s'il n'y a pas une économie de production dynamique, allez, je ne sais pas moi, dans 20-30 ans, on risque d'avoir d'énormes problèmes avec une population qui ne cesse d'augmenter. Donc, faut prendre conscience de cela. C'est beau de rêver, mais c'est encore mieux de travailler. Allez, on continue. On continue, on continue. Alors, sur l'expansion du marché financier en Algérie, le ministre donc, des Finances a qualifié de succès retentissant l'introduction en bourse de la Banque Crédit Populaire d'Alger. Vous savez que la CPA a été introduite en bourse. Vous savez que la bourse d'Alger, elle était elle fonctionnait au ralenti, la bourse d'Alger. Donc là, l'ancien ministre des Finances a essayé de la redynamiser. Et c'est comme ça que l'Algérie a pu attirer 112 milliards de dinars. C'est bien, c'est très bien même. Il a considéré cette opération d'historique car elle constitue un tournant pour la scène financière algérienne, l'une des plus importantes en Afrique. 112 milliards de dinars ont été récupérés grâce à l'introduction en bourse donc, du Crédit Populaire d'Algérie, mais on est loin des 16 879 milliards de dinars de dette publique. Je poursuis. Juste pour que vous ayez un indice de comparaison au niveau de la dette publique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en 2006, la dette publique, le ratio de la dette publique algérienne par rapport au PIB. Le PIB algérien, c'est 260 milliards de dollars. 260 milliards de dollars. Et si tout va bien, d'après les prévisions du président de la République, on devrait arriver à 400 milliards de dollars, Inch'Allah, d'ici 2 ans, en espérant que l'économie vraiment connaisse une croissance forte et un prix du baril plus élevé que celui d'aujourd'hui. Donc, l'Algérie a enregistré une dette publique représentant 46,20% du produit intérieur brut du pays en 2024. Aujourd'hui, elle est à 50,2%. Donc, en un an, ça a grimpé. La dette publique par rapport au PIB en Algérie a atteint en moyenne 42,98% du PIB entre 1991 et 2024. Donc, sur 33 ans, donc de 91 à 2024, la moyenne a été du ratio entre dette publique et PIB, produit intérieur brut, a été de 42,98%. Mais nous avons un pic en 94. En 94, vous avez vu, c'était la décennie noire, le terrorisme aveugle. Il y a eu un
pic, un niveau record, où le ratio n'était pas de, comme aujourd'hui, de 50,2, mais de 106,30% en 1994. Vous imaginez, la situation financière du pays était catastrophique en 1994, au moment où il y avait le président Yamin Zarouar. Donc vous voyez, parce que le prix du pétrole était bas, à chaque fois qu'on a eu un prix du pétrole bas, on a eu une crise politique en Algérie. Systématiquement. 87, le prix du baril était à peine à 10 $. 88, qu'est-ce qui s'est passé? 1000 morts. Octobre 88. Donc à chaque fois que le prix du pétrole a baissé, nous avons une crise politique en Algérie. Ça veut dire que notre politique intérieure, elle dépend de façon très importante du cours du baril de pétrole. D'où l'importance de faire en sorte qu'il y ait une véritable souveraineté économique dans notre pays. Sinon, Madame Nawalou. Alors, 2 petits secondes, je vais recharger la batterie. Ne bougez pas. Voilà, Semhouli, Ajmaht al-Khair. Ben oui, vous savez, hein, c'est bien beau de faire des vidéos, mais il faut assurer la batterie. Alors, bismillah, on continue. Voilà, on va redresser tout ça. Donc, je vous disais qu'en 94, le ratio entre la dette publique et le PIB était de 106,30%. C'est-à-dire 2 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, la situation était catastrophique. Mais en 2013, donc juste avant le 4e mandat de feu Abdelaziz Bouteflika, bah, vous savez, il y avait beaucoup d'argent. Le ratio a dégringolé. Donc on était beaucoup mieux. On était à 6,5% du PIB. Regardez. Donc la pire des années, entre 1994 et 2023, la pire des années, c'était 1994, avec un ratio de 106,30%, c'est énorme. Et la meilleure des années, c'était en 2013, 6,50%. Oui, c'est pour ça qu'ils ont forcé le 4e mandat. Ben oui, il y avait de l'argent. Quand il y a de l'argent, on peut tout forcer. Allez, welcome. Eh oui, l'économie, c'est très important. Vous savez, la politique algérienne dépend de l'économie, dépend du pétrole. On est étroitement liés. Donc, quand il y a de l'argent du pétrole, ben, il n'y a pas de crise. Mais dès que le pétrole baisse, ben, la crise, elle est devant nous. Ben, vous avez vu ce qui s'est passé en 2019. On avait très peu de réserves de change, il y a eu une crise politique. Voilà, c'est comme ça. C'est l'Algérie. D'où l'importance de bien signer les contrats de gaz et de pétrole pour que nous ayons toujours de l'argent à gogo, comme on dit. Regardez la Norvège, ils ont des fonds souverains, plus de 1000 milliards de dollars. Les Saoudiens, ils ont des fonds souverains. Vous n'avez pas remarqué, il n'y a pas de crise en Norvège, il n'y a pas de crise en Arabie Saoudite, il n'y a pas de crise au Qatar. Vous savez pourquoi? Ben parce que leurs dirigeants ne veulent pas l'argent. Oui, ils ont des fonds souverains, il y a plus de 1000 milliards de dollars en Arabie Saoudite. Ben oui, donc quand il y a des moments de crise, ben, ils vont piocher quelques milliards pour le temps que la crise elle passe. Mais nous ben, sous Bouteflika, harbu draham, harbu draham al-kharj. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Parce que ceux qui dirigent le pays en Algérie n'ont pas la sécurité qu'ils vont rester au pouvoir longtemps. Alors qu'au Qatar, bah, l'émir, bah, il sait qu'il n'y a pas d'opposition. Ben Salman en Arabie Saoudite, il sait qu'il n'y a pas d'opposition. Vous savez, le pouvoir se transmet de père en fils, père en fils, père en fils, père en fils. Donc évidemment, bah, ça ne les gêne pas de mettre de l'argent de côté pour des moments difficiles. Mais nous, non. Nous, le pouvoir ne se transmet pas de père en fils. Donc il y a une incertitude permanente. C'est pour ça que ça ne va pas en Algérie. Peut-être qu'il faudrait mettre une monarchie en Algérie, pour calmer un peu les ardeurs. Yeah. Voilà, vous transmettez le pouvoir de père en fils, comme ça on est tranquille, comme ça on est sûr que les dirigeants vont mettre de l'argent de côté, s'il y a des moments de crise, comme ça ils vont
Ils vont arrêter d'acheter des appartements à Paris, à Nice, à Monaco, à Genève, des bouches qui cachent l'argent au Luxembourg, en Suisse, à Panama. Ben oui, parce que ça, c'est l'incertitude. Puis après, ils sont obligés d'aller à l'étranger. Ils appellent Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, s'il te plaît, ne me renvoie pas en Algérie, ne me renvoie pas en Algérie, sinon je vais être torturé. Vous savez ce que ça génère? Bon, c'était une boutade, la monarchie, vous avez compris. Tout ça pour vous dire que nous avons une instabilité politique en Algérie qui fait que ça favorise la corruption, ça favorise la fuite et des cerveaux et des capitaux. Et c'est pour ça qu'on est toujours en difficulté financière. C'est très compliqué, très compliqué. Alors, je reviens un tout petit peu sur la définition. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dette publique et de dette extérieure. Pour vous dire qu'un pays qui n'a pas beaucoup d'impôts, il ne peut pas payer toutes les infrastructures, les dépenses de santé, les dépenses liées au chômage, les retraites, etc. Car en effet, les ressources des pays, c'est quoi? C'est les impôts, c'est les taxes, recettes non fiscales. Elles sont très peu en Algérie, très peu. Alors que les dépenses de fonctionnement, les salaires, les opérations de redistribution, les aides, les bourses et les subventions, vous savez que l'Algérie, elle adore subventionner le pain, le kahwa, quoi d'autre, l'essence, le mazout. Tout ça, ça tombe pas du ciel, vous savez, ça tombe pas du ciel. Donc, tant qu'on va subventionner de façon trop importante tous les produits de base, ben, dites-vous que la dette publique algérienne, elle va exploser. Elle va exploser. Donc, on ne pourra pas avancer. Vous savez, en 2020, lorsque j'étais en prison, vous savez, les gens me reprochent à chaque fois, ils disent, oui, pourquoi tu parles toujours de toi? Bah oui, écoutez, c'est ma chaîne, bien sûr, je parle de moi, évidemment, car je suis à la croisée des influences entre la France et l'Algérie. Donc j'ai une certaine expérience qui fait que je peux parler de différents sujets. Donc oui, je vais parler de moi sur cette chaîne YouTube qui porte mon nom. Voilà, au risque de décevoir ceux qui sont un peu jaloux. Voilà, moi j'ai pas de problème avec l'ego. Vous savez, je connais mes défauts, je connais mes qualités. Alors en 2020, en plein Covid, vous savez qu'on était en prison avec Khaled Drani, Arf Mouchakra, etc. Je salue à nouveau. Et le 17 juin 2020, il était question, en plein Covid, parce que on n'arrivait plus à vendre du pétrole. Vous savez, le prix du pétrole avait dégringolé. Plus bas que son coût de revient. Et dans la presse, nous on était en prison, donc on ne voyait pas tout ça. Mais quand je suis sorti de prison, j'ai regardé. Il était question que l'Algérie fasse appel à l'endettement extérieur. Bah oui, on n'avait pas de sous, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Donc là, je vous ai pris un article de Observe Algérie, 17 juin 2020, refus de l'endettement extérieur, l'Algérie, une exception africaine. Oui, parce que l'endettement extérieur représente pour l'Algérie un traumatisme. Ça lui rappelle les années 90. On n'avait pas d'argent, on est obligé de quémander de l'argent au FMI, et donc c'est comme ça que l'Algérie est devenue de plus en plus faible. Et oui, de plus en plus faible. Donc à l'époque, le président Abdelmadjid Tebboune avait dit qu'il est hors de question de faire appel à l'endettement extérieur, et c'était une très bonne chose, Et donc il avait dit qu'il préférait trouver un deal, donc un accord avec la Chine, ou par exemple en échange de minerais ou de ressources naturelles, la Chine nous prêterait de l'argent. Donc voilà, c'était le choix qui avait été décidé par le président de la République. Mais heureusement, alhamdoulilah, en 2022, lorsqu'il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les prix du pétrole ont explosé et c'est comme ça que l'Algérie a pu se refaire une santé financière. Donc, vous voyez quelque part, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est comme ça. C'est un peu ce qui s'était passé pendant les 12 jours de guerre entre Tel Aviv et Téhéran. Le prix du pétrole a à nouveau grimpé. Ben oui. Il y a eu des morts en Iran, il y a eu la destruction du pays, mais les pays pétroliers comme nous en ont bénéficié. C'est comme ça. Vous voyez, quand on dépend trop du prix du baril, la géopolitique devient très importante pour l'équilibre budgétaire dans notre pays. Donc, je disais, la dette extérieure du pays, elle est très faible, 3,2 milliards de dollars, mais la dette publique, la dette intérieure de l'Algérie, elle est énorme par rapport à la dette extérieure. Je dis bien énorme. Donc, nos frères et sœurs algériennes qui pensent qu'on n'a pas de dette, malheureusement, nous avons une dette énorme que nous avons héritée de notre ami Ouiahia. Alors, il y a un journal tunisien qui s'appelle Tunisie numérique.
j'ai fait exprès d'utiliser ce journal, donc il reprend des chiffres de la Banque mondiale. En dollars, en milliards de dollars, l'Algérie est classée 5e pays arabe qui a la dette publique la plus importante. 118,9 milliards de dollars. 118,9 milliards de dollars, c'est-à-dire 50,2% du PIB. C'est énorme. C'est très peu par rapport aux pays arabes et méditerranéens, mais par rapport à la dette extérieure qui est extrêmement faible, encore une fois, je vous ai dit, c'est autour de 3,2 milliards de dollars. La dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure de l'Algérie, cumulée, hein, ça ne vient pas du président Sir Abdelmajid Tebboune ou des gouvernements actuels, non. C'est hérité de tout ce qu'a fait le feu Abdelaziz Bouteflika et ceux qui avaient le pouvoir lorsqu'il était malade. Donc la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure de l'Algérie, qui permet de faire les infrastructures, payer les salaires des fonctionnaires, payer les universités, les hôpitaux, les mairies, etc. 118 milliards de dollars. C'est absolument énorme quand on compare à la faiblesse de la dette extérieure qui est d'à peine 3,2 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est Tunisie numérique, c'est un journal tunisien. J'ai fait exprès de façon à saluer nos frères tunisiens. Voilà. Donc ça ne vient pas de la France. J'ai fait exprès de ne pas prendre une information qui vient de la France, exprès. OK ? Donc 118,9 milliards de dollars. Ben, il faut les payer, mes chers frères et sœurs. Il faut les payer, ces 118,9 milliards de dollars. Et on n'a pas cet argent. Au niveau des réserves de change, on a à peu près 65 milliards de dollars, à peu près. Donc on a une dette intérieure qui est pratiquement 2 fois plus que les réserves de change que nous avons en Algérie. Donc vous voyez, c'est beau, 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais si on ne travaille pas en Algérie, s'il n'y a pas des usines, s'il n'y a pas des entreprises, s'il n'y a pas de la création de richesses, ben, ce déficit il va augmenter. Car l'Algérie, c'est un choix politique, a décidé de subventionner le pain, le lait. Vous savez, il n'y a aucun pays au monde où vous avez le pain à 10 dinars. Vous n'avez aucun pays au monde où vous avez shkarat al-halib à 25 ou 35 dinars. Vous n'avez aucun pays au monde, presque aucun pays du monde, où vous avez le prix de l'essence ou du gasoil entre 46 dinars. Ça n'existe pas. Est-ce que vous le savez? Vous n'avez aucun pays au monde où vous avez le café à 30 dinars. Aucun. Vous le savez, ça. Et ça, c'est parce que l'État a décidé de subventionner. Oui, subventionner. Et c'est qui subventionne? Vous croyez que ça tombe du ciel? Mais il y a 2 façons de subventionner. Ou bien l'argent du pétrole et du gaz, il y en a de moins en moins. Ou bien, la planche à billets. Vous savez ce que c'est la planche à billets? La planche à billets. La planche à billets, c'est... On a une imprimerie nationale qui fait 10 dinars. Allez, on fait des dinars. On fait des dinars. C'est la planche à billets. Ça évite de travailler. Le problème, c'est produire des dinars, des milliards de dinars. Bah, ça crée il y a des effets secondaires. C'est un peu comme on a une rage dedans, on a des effets secondaires. Et premier effet secondaire, la valeur du dinar dégringole. C'est ce qui se passe, non? Chaque année, la valeur du dinar perd à peu près 4 à 5%. Deuxième effet secondaire, c'est que le prix des denrées augmente. Par exemple, kilo de batata, le prix de la viande a explosé, le prix, je sais pas moi, de la tomate, de la banane, etc. Tout explose. Ben oui, parce que notre ami Ouiyahia, qu'est-ce qu'il a fait? Et Ouiyahia, vous connaissez Ouiyahia? Ouiyahia a imprimé 30 000, l'équivalent de 30 milliards de dollars quand il était Premier ministre. Regardez, 4 juillet 2018. 4 juillet 2018, quand il était Premier ministre. Notre ami Ouiyahia a imprimé l'équivalent de 30 milliards de dollars. Aïe, 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 aïe. Tout ça pour pas emprunter à l'étranger. Hein. Et Galek, non, moi j'emprunte pas. عندي الحمد لله l'imprimerie nationale. هيا ordre imprimer دينار من بعد هكاك الدينار يهبط والسلعه تطلع ويروح. Vous imaginez
l'inconscience, l'irresponsabilité, la folie de Ouiyahia. Vous savez pourquoi il a fait ça? Comme ça, il s'est dit, voilà, les élections, c'est dans un an, voilà, je reste calme. Bouteflika, il va peut-être pas se présenter, donc moi, je vais être le dauphin. Donc, je dis, il a dit, faut rester, il faut garder le calme social, il faut acheter la paix sociale. On va imprimer, ça va pas se voir. Voilà. Vous imaginez, il a pensé qu'à lui. Ahmed Ouiyahia. Oui, c'est quand il a modifié la Constitution en février 2016, il pensait qu'à lui, il fallait éliminer tous les concurrents. Et là, quand il a imprimé l'équivalent de 30 milliards de dollars, c'est-à-dire 30 milliards de dollars de dettes supplémentaires, vous avez compris, invisibles à l'étranger, parce qu'à l'étranger, on n'a pas grand-chose, on a 3,2 milliards, mais en interne, on a, je vous ai dit, on a 118,9 milliards de dollars. Ben oui, à cause d'Ouiyahia qui a aggravé la situation. En plus, il a dit pendant 5 ans, je vais faire ça. Donc, il a modifié la loi sur le crédit, pour dire, bon, pendant 5 ans, on peut imprimer. Vous imaginez? Et ça s'appelle un homme d'État, ça? Un homme d'État qui sabote l'économie du pays, qui sabote la valeur du dinar. Donc, des députés ont demandé à Ouiyahia où sont passés les 30 milliards de dollars imprimés. Warrahum, قالوا warrahum, وين درتهم؟ شدرت بهم. Et à l'époque, quand je critiquais Ouiyahia, vous me disiez, mais t'as تعرف نتايا. Mais je vous ai dit, c'est une mafia des 40 voleurs. قلت لكم à l'époque, رشيد راك توسخ في السمعة تاع الجزائر، ودي خافوا الله. C'est des voyous, ça, c'est des mafieux. Il a fallu que si Abdelmajid Tebboune pour que vous compreniez que c'était des mafieux. Ah, quand j'ai organisé 157 manifestations anticorruption, vous avez dit, tu es en train de salir l'image de l'Algérie. Ben, regardez, ils ont saboté l'économie de l'Algérie. Aujourd'hui, on a 118,9 milliards de dollars de dette publique, de dette intérieure. Personne n'en parle. Ah, personne. Personne n'en parle. Ben oui, il n'y a rien. Donc, des députés ont demandé au Premier ministre Ahmed Ouiyahia des explications sur l'argent imprimé dans le cas de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, lui demandant également de citer les secteurs et les projets où sont dépensés les 30 milliards de dollars imprimés depuis le début de l'année en cours. Ben oui, parce que sur les 30 milliards de dollars, ben, il y a une bonne partie. Vive l'Algérie. C'est beau quand même. Hein. C'est beau ou c'est pas beau? Il a été prévu dans la loi sur la monnaie et le crédit l'installation d'une commission en charge du contrôle. Ah oui, en Algérie, oui. Il prévoit des commissions pour contrôler, mais il n'y a personne qui contrôle. Regardez la Sonatrach. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle les contrats de la Sonatrach? Rigolo les choses. Qui contrôle les contrats de la Sonatrach? Il n'y a même pas de conseil de surveillance à la Sonatrach. Personne ne contrôle. Pourquoi j'ai demandé au président de nommer un vice-président qui soit un général qui contrôle tous les contrats de gaz et de pétrole à la Sonatrach? Mais... كما يقولوا لي في البلاد على تعوز تفهم علاش على تعوز تفهم. Donc là, il a été prévu dans la loi sur la monnaie et le crédit l'installation d'une commission en charge du contrôle et du suivi de l'application du mécanisme de financement non conventionnel. Vous savez, c'est quoi le financement non conventionnel? C'est quand on imprime des billets. Ben oui, c'est pas comme ça qu'on finance une économie. C'est que dans les États, dans les républiques bananières qu'on fait ça. En gros, quand on n'arrive pas à créer de la richesse avec des entreprises, on crée de la richesse artificielle avec la planche à billets. C'est ce qu'on appelle le financement non conventionnel. Vous connaissez le mot non conventionnel? On l'applique à quel autre secteur aussi? Les hydrocarbures non conventionnels. Vous savez, ça correspond à quoi? Gaz de schiste, pétrole de schiste, ça s'appelle des hydrocarbures non conventionnels. Ben, c'est la même chose. La planche à billets, ça s'appelle financement non conventionnel. Et à votre avis, est-ce qu'il y a du gaz de schiste en Algérie qui est exploité ou pas? J'en parlerai bientôt. Et devinez par qui? Par Total. Et devinez où? À Timimoun. Et devinez depuis quand? Depuis 2018. Et grâce à qui? Grâce à Ouiyahia. Et oui, Total a 37,75% d'un gisement à Timimoun qu'on appelle le tile gaz. C'est la même chose que le gaz de schiste depuis 2018. Ça s'appelle du gaz non conventionnel. Donc, dès que vous voyez le mot non conventionnel, en finance, c'est la planche à billets, et dans le domaine des hydrocarbures, c'est le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Aïe, 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 voilà, donc il n'y a eu aucun contrôle. Alors, à l'époque, la presse, tout le monde en parlait, même les Français en parlaient. Tiens, le magazine
notre ami Kamel Daoud. Algérie, deux petits points. C'est inquiétant, recours à la planche à billets. 13 décembre 2017. Donc, c'est un autre journaliste algérien qui s'appelle Adlan Mehdi qui a écrit l'article, un très bel article en passage. Experts et opposants s'accordent à juger dangereuse cette décision du gouvernement pour faire face à la détérioration de la situation économique du pays. Donc, je vous rappelle, septembre 2017, c'est après le limogeage du chef de gouvernement, Si Abdelmajid Tebboune, qui a été limogé le 15 août 2017. Donc, dès que le chef du gouvernement, Si Abdelmajid Tebboune, a été limogé, c'est Ahmed Ouahia qui a pris le pouvoir et tout de suite, planche à billets. 30 milliards de dollars, création d'argent artificiel. Aïe, l'imprimerie nationale تاع البلاد تاعو. Bah oui, عنده les lingots, عنده 30 milliards de dollars. العجب راه صار في البلاد. والله العجب. Alors qu'est-ce qu'il dit notre ami Adlan Mehdi du Point? Adlan Mehdi, c'était le deuxième journaliste avec Amadou qui avait fait l'interview avec le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, en juin 2020, lorsque j'étais en prison. Bah, oui, à chaque fois, c'est ça ma référence. Donc Al-Moradi a reçu comme des rois. Si Abdelmajid Tebboune, le bled, incroyable. Quelle ingratitude, certains Algériens, dis donc. Donc, après la surprise du limogeage brutal et rapide du Premier ministre Abdelmajid Tebboune mi-août, l'Algérie va-t-elle vivre un séisme économique avec la décision de son remplaçant à la tête du gouvernement, Ahmed Ouahia, de recourir à la planche à billets? La question est posée. Depuis 2014, l'Algérie est frappée par une crise financière qui s'annonce durable, car rien ne prévoit à court et moyen terme un redressement sensible du prix du pétrole. C'est comme ça qu'a expliqué le Premier ministre Ouahia dans son plan d'action présenté en Conseil des ministres le 6 septembre 2017. Ah oui, hein. Comme tech général, pétrole, gaz, comme Medo, Total, Eni, British Petroleum. C'est normal qu'il n'y a pas d'argent. Ben oui, Ahmed Ouahia. Mais vous avez passé votre temps à distribuer gratuitement du gaz à Total, gratuitement du pétrole à Total. Ben évidemment qu'il n'y a pas d'argent. Après, vous êtes obligé d'imprimer 30 milliards de dollars. Regardez par exemple l'entreprise norvégienne Statoil, ça s'appelle Equinor aujourd'hui. Vous savez par exemple à Hassim Ouina, c'était en 2004 je crois. Vous savez combien l'Algérie a donné à Statoil ou Equinor aujourd'hui? 75%. 75%. Sonatrach 25%. Ben oui, c'est normal qu'il n'y ait plus d'argent après. Il n'y a plus d'argent, donc il faut faire la planche à billets. Après, il dit oui, Rachid, ma ta'arif walou. Oui, ma n'arif walou. Ma n'arif walou. Bien sûr. Ma n'arif walou. بعتوا البلاد وتقولوا لي ما نعرف والو. Vous n'avez pas remarqué tout ce que j'ai dit sur le contrat de gaz et pétrole, il n'y a personne qui a porté plainte contre moi. Vous ne vous posez pas la question? Pourtant, tous les jours, j'en parle. Depuis 2013, jamais on n'a porté plainte contre moi par rapport aux chiffres que j'ai avancés sur les contrats de gaz et de pétrole. Alors, qui a donné l'idée à notre ami Ahmed Ouahia d'imprimer 30 milliards de dollars de planches à billets, qui a fait dégringoler la valeur du dinar et qui a fait que tous les prix augmentent en Algérie? Vous croyez que les prix augmentent en Algérie par une baguette magique? Vous croyez que le dinar est dégringolé en Algérie par un coup de baguette magique? Mais non, c'est parce qu'ils ont imprimé trop d'argent et qui ne correspondait pas à la création de richesse de l'économie. Vous savez, quel est le lien entre la masse monétaire, c'est-à-dire le nombre de billets qui sont imprimés, et l'économie? En général, un pays normalement constitué imprime utilise la planche à billets en fonction de la croissance économique. C'est-à-dire, plus il y a une croissance économique, plus l'outil de production d'un pays augmente, plus vous pouvez augmenter le nombre de billets imprimés. Mais quand il n'y a rien, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas de production, ben, si vous utilisez la planche à billets, c'est-à-dire en gros, si vous imprimez des billets, ben, ça a deux effets. Ça fait dégringoler la valeur de la monnaie et ça fait augmenter le prix des denrées. Voilà, le khobz, le batata, le hab, etc. Qalb al-louz, الزلابية. Bon, bref. Qui a donné l'idée d'utiliser la planche à billets à Ahmed Ouahia? Eh, 3 économistes. Alors, le premier, Raouf Boussekine, professeur d'économie à Marseille. Et directeur général de l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille.
Le deuxième, Elias Chitour, consultant installé à Dubaï. Et le troisième, Nour Meddahi, professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. C'est une très bonne université pour information. C'est d'ailleurs dans cette université qu'il y a eu un prix Nobel d'économie. D'ailleurs, c'est un Français, il y a quelques années. Et il a écrit d'ailleurs un document de référence qui s'appelle « L'emprunt national est une urgence économique ». Il n'a pas dit « le travail national est une urgence économique », avec l'emprunt. Il faut faire un emprunt. L'emprunt, ce n'est pas la même chose que d'imprimer. L'emprunt, c'est demander au peuple algérien de participer à un emprunt national. C'est-à-dire tout le monde va, par exemple, acheter un bon du trésor algérien, je ne sais pas, rémunéré à 2 ou 3%, et les citoyens algériens qui croient en leurs dirigeants et à l'économie du pays disent « Ok, nous, on croit à l'Algérie, on croit à ceux qui gouvernent l'Algérie, et on va décider de participer à l'économie du pays. » C'est ce qu'avaient fait au début du XXe siècle les Français pour soutenir l'économie russe. Ça me dit quelque chose, les emprunts russes? Eh oui. Et il n'y a pas très longtemps, allez, il y a une trentaine d'années, l'ancien Premier ministre français Édouard Balladur avait lancé aussi l'emprunt Balladur. Et donc, les Français qui faisaient confiance à Balladur ont décidé de participer à cet emprunt, donc étaient rémunérés 2 ou 3%. Donc, c'est ce qu'a proposé Nour Meddahi, un emprunt national. Mais Yahya, il n'a pas compris ça comme ça. Il a compris planche à billets nationale. Ben oui, parce qu'il sait bien que les Algériens ne font pas confiance à Yahya. Ben oui, c'est un voleur, lui, il se fait payer par des lingots d'or. Donc Meddahi, il a proposé un emprunt national. Oui, ça marche dans les démocraties, quand le peuple a confiance au pouvoir et que le pouvoir a une vision à long terme. Mais oui, qui fait confiance à Yahya? Donc, il a pas suivi à la lettre les recommandations, parce qu'il savait qu'il n'y avait aucune chance que ça marche. Vous connaissez un seul Algérien qui aurait participé à un emprunt national lancé par Ouiaria? Bon, bref, vous n'avez pas remarqué les trois hados. Il n'y en a aucun qui vit en Algérie, aucun. Voilà, Dubaï, Paris et Toulouse. Donc, voilà. Donc, c'est ces trois qui ont conseillé Ouiaria, mais à vrai dire, je ne pense pas qu'ils lui ont demandé d'utiliser la planche à billets. Bon, bref. Donc évidemment, il y en a qui se sont opposés. Il y a des experts économiques, dont un qui s'appelle Salim Bellel, professeur d'économie. Il a dit « Aucun économiste qui se respecte ne vous dira que dans le contexte qui est le nôtre, le recours à l'imprimerie de la Banque centrale est une mesure responsable. L'Algérie n'est ni les États-Unis ni l'Union européenne, c'est un petit pays rentier dont le système politique est fondé sur le clientélisme, c'est-à-dire les organisations, on va dire, sur lesquelles repose le pouvoir, vous les connaissez, le FLN, les associations Moudjahidines, associations d'étudiants, vous avez compris, c'est ça clientélisme. Dans un régime rentier clientéliste, la monnaie est instrumentalisée par le pouvoir politique pour régler les conflits de partage de la rente. Bah oui, il faut تفاهمين مع توتال مع إني مع بريتيش بتروليوم مع بيقسموا شوية هذوك الدراهم. C'est ce que faisait Yahya et ses amis pendant les 4 mandats. Bon bref, vous avez compris, ça va pas du tout. Ah quand même, hein, il y a l'éditorialiste du quotidien Liberté, Feu, parce qu'il a disparu, parce que M. Arbrab a décidé de fermer la porte, plutôt de donner les clés du journal Liberté. Donc, un éditorialiste s'appelle Moustapha Hamouche a dit que c'est une partie de notre pouvoir d'achat futur, de notre niveau de vie à venir, que l'État hypothèque, l'État ou Yahya hypothèque, en choisissant la voie de la planche à billets. Et même à l'époque, l'opposant Ali Benfis avait dit, il avait estimé que la décision de recourir au financement non conventionnel, c'est-à-dire la planche à billets, entraînera le pays dans une spirale dangereuse et mènera inéluctablement à l'explosion des prix, à une incontrôlable dévaluation du dinar et à une inflation. C'est ce qui s'est passé. Vous savez que 2 ans après, il y a eu le Hirak. Voilà. Donc même les syndicats s'y étaient opposés. Voilà. Les syndicats même s'y étaient opposés. Bon bref, vous avez compris, M. Ahmed Ouiahiya n'en a fait qu'à sa tête. Il a imprimé 30 milliards. Ou derbihum wa shibri. Voilà, derbihum wa shibri. Saddaqhum sahabum. Ah oui, il les a distribués à ses amis. C'est lamentable ce qui se passe dans notre pays. Lamentable. À tous les niveaux.
Et Ahmed Ouiahia, vous savez, il est malin. Pour faire passer la pilule, qu'est-ce qu'il leur a dit? En pleine assemblée populaire, la PN, hein, nationale. Hein. Galhum, sans la plage à billets, l'État ne pourra pas payer les salaires. Khawoufhum. Voilà. Galhum كان الغولة attention لو كان ما نديروش كيما هاك attention ردوا بالكم ما كان حتى واحد يخلص. Oui, il y a le grand homme politique, oh là là, le grand cerveau de l'Algérie depuis 95, vous savez, pendant 20, allez, ça fait quoi, 19 et 5, 24 ans. 24 ans, il يحكم في البلاد. Ministre de la Justice, directeur de cabinet, conseiller, premier ministre, des rayos pendant 24 ans. Pendant 24 ans, l'État algérien qui est oh là là, incroyable. Alors que c'est une calamité sur le plan économique, ce monsieur. Regardez, il a fait peur aux Algériens. Sans la planche à billets, l'État ne pourra pas verser les salaires. Waouh, prévient Ahmed Ouiahia, le recours au financement non conventionnel est la seule issue possible pour sauver l'État de la faillite. Incroyable, hein? Quelle c'est la seule. Il faut le croire sur parole, hein? Oui, Ahmed Ouiahia, grand économiste, prix Nobel d'économie, de finance. قال c'est la seule solution. ما قالش الشعب روح يخدم، ما قالش الدولة بركة من الفساد، بركة من وبشوارع بيخبي دراهم بنما، لوكسمبورغ، لا سويس، باسكو هذا صاحب ويحيى على بالكم، صاحب بوشوارب ويحيى. Non, non, il n'a pas dit aux voleurs d'arrêter de voler. Non, il a dit il faut planche à billets, comme ça on va sauver l'État de la faillite. Alors que c'est eux qui ont provoqué la faillite. Incroyable. À l'époque, quand je disais ça, qu'est-ce que vous disiez? Ah, Rachid, mais c'est des voyous. C'est une mafia au pouvoir. Vous préférez que je dise, que j'applaudisse comme ça là? Il y a ton sandwich caché, qui est marac. Là, le blé, oui. Vous savez très bien que ce sont des voyous, ces gens-là. Donc, ils sont tous en prison. À votre avis, pourquoi ils sont tous en prison? Parce que tout ce que j'ai dénoncé dans mon livre publié en juillet 2018, alors que Ouiahia était Premier ministre, eh ben, ça s'est avéré vrai. Je les ai tous dénoncés. La dictature Bouteflika sous protection française. J'ai parlé de cette mafia des 40 voleurs. Mais à l'époque, non, ça vous intéressait pas. Baklawa, Zlabia, plus important que de s'occuper du pays, n'est-ce pas? Galek, sans intervention de la Banque centrale d'ici le mois de novembre 2018, l'État ne pourra plus payer les salaires. Vous imaginez comment il a fait peur aux Algériens, il a fait peur aux députés, il a fait peur aux journalistes. Et puis, bien sûr, les journalistes, en dehors de quelques-uns, ils ont dit, bah oui, Ouiahia, c'est un grand homme d'État. Yarf, hein? Yarf el-rih, comme on dit chez nous. Yarf el-rih. Donc, alors, vous savez combien ça fait 30 milliards à l'époque de dollars? Ça fait, écoutez-moi bien, 118 000 milliards. 118 000 milliards. Vous imaginez, l'Algérie hablet. L'État algérien hablet. Donc ça, c'était le 24 décembre 2018, Chorok. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, un grand cerveau, grand prix Nobel de finance, a minimisé dimanche devant les députés le recours au financement non conventionnel, c'est-à-dire à la planche à billets, qui représente actuellement 28% du produit intérieur brut. 28%, vous imaginez? Ça, c'est rien que la planche à billets, hein. Ça a augmenté de 28%. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a révélé une nouvelle demande de financement. Allez, on remet la planche à billets. De l'ordre de 1187 milliards de dinars. Oui, rien que ça. 1187 milliards de dinars. Pour le mois de novembre, hein, pour le mois de novembre 2018. Et ceci représente 15,21 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année en cours. Voilà. 15,51 milliards de dollars USD, donc US dollars. Vous imaginez qui a gouverné le pays? Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez la catastrophe de ceux qui ont géré le pays? Vous imaginez ou pas? Je ne sais pas quoi vous dire, d'ailleurs. Je ne sais pas quoi vous dire.
C'est une calamité, la gestion du pays. Vous savez ce que ça veut dire? Calamité. Quand vous voyez ces chiffres, bon, j'en suis sûr, les Algériens, ça passe. À quoi ça correspond? 118 000 milliards supplémentaires. Comme ça, on imprime, imprimé. C'est comme si vous aviez une imprimante chez vous et vous imprimez des dinars. Elle est imprimée, imprimée. 118 000 milliards. Voilà, c'est ça les dinars qui ont été imprimés. Voilà, vous avez une photocopieuse en couleur et vous imprimez. Vous imaginez ces gens-là ont dirigé le pays pendant 20 ans? Et moi, quand je l'ai dénoncé, vous dites Rachid, كيف شكون نتايا جيت من فرنسا تعطينا الدرس تقول لنا بلي هادو فاسدين وسراقين. Mais oui, ben oui, parce que moi je suis pas impliqué avec ces voyous, avec cette mafia. Ben vous le savez, non? Vous savez que le premier livre que j'ai écrit, le premier livre, hein, c'était sur la finance. Octobre 97, j'avais 25 ans. Et le titre du livre, c'est Splendeur et misère des actionnaires d'Eurotunnel et d'Eurodisney. Donc ma spécialité, c'est la finance. C'est le premier livre que j'ai publié. Et j'ai dénoncé le scandale des projets Eurotunnel et Eurodisney en France. Et le grand milliardaire belge, Albert Frère, Caniste Arbia, bon, il est mort maintenant. C'est une des plus grosses fortunes d'Europe, c'était à l'époque, le groupe Albert Frère, le groupe Lambert, ben oui, il y a. Et oui, il lisait mes articles que je publiais dans un article qui s'appelle La Tribune et le Nouvel Économiste. Ben oui. Et on dit, vous savez, quand vous parlez à des gens qui n'ont pas de compétences au sein du pouvoir algérien pendant 20 ans, donc finalement, mois de juin 2019, Ouyahia est en prison. Ils ont arrêté la planche à billets, voilà. Ouyahia en prison, arrêt de la planche à billets. Mais le problème, c'est qu'ils ont déjà imprimé 118 000 milliards, 30 milliards de dollars. Ils ont ruiné le pays. Ils ont détruit le pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une dette publique de 118,9 milliards de dollars grâce à notre ami Ouyahia. Donc, ceux qui pensent que l'Algérie n'a pas de dette, ya hasra, ya hasra. Ya hasra, ya hasra. واش نقول لكم مع راني نهضر bon là je vous parle vraiment avec le cœur ouvert mais la situation est catastrophique. Alors qui va les payer si on donne du gaz et du pétrole gratuit à Total pendant 25 ans? Comment on va payer à 218 milliards? Comment on va payer? Yeah. Allez, on a 65 milliards en réserve là. On va faire quoi avec ces 65 milliards? On va payer le chômage, on va payer des gens à rien faire, à dormir. On va payer la carte Chifa, on va subventionner le hlib, le khobz, l'essence, on va subventionner quoi d'autre? Zit, on va quoi? On va faire des hôpitaux. Comment on va faire si on ne travaille pas? Si les cerveaux ils partent, si 50% chaque année des promotions de médecins partent à l'étranger, si 65% des promotions d'informaticiens et d'ingénieurs partent à l'étranger, comment on va faire pour redresser le pays? Comment on va faire? Avec qui on va redresser le pays si tout le monde part? Amen. Si tout le monde part, si Total on donne des nouveaux contrats, 25 ans gratuits de pétrole, 25 ans de gaz gratuit, on va où comme ça? Là, franchement, binadna, on va où comme ça? On va où? Je sais pas, on va où? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec le sourire comme d'habitude. Oui, parce que c'est tellement tragique que ça frise la comédie. Vous connaissez la différence entre le tragique et la comédie? C'est que la première fois c'est tragique, la deuxième fois c'est une comédie. C'est ce que disait Karl Marx. La première fois qu'un événement arrive, c'est tragique, tout le monde pleure, la mine grave. Mais quand ça se reproduit une deuxième fois, c'est une comédie. Voilà, un varco. C'est comme ça. Donc voilà ce qui se passe dans notre pays. Rachid Nekaz, lui, dénonçait cette mascarade économique depuis des années. Il tirait la sonnette d'alarme quand d'autres comptaient les milliards. Aujourd'hui, les chiffres lui donnent raison. Mais en Algérie, dire la vérité, ça coûte cher. Parfois, même la liberté.